J'avais 12 ans. À cet âge, ma mère venait tout juste de commencer à me faire suffisamment confiance pour me laisser seule à la maison. C'était un cap important, un petit pas vers cette liberté tant convoitée par tous les enfants qui veulent prouver qu'ils sont grands. Nous habitions une petite ville tranquille, presque trop paisible. Des rues silencieuses, des jardins spacieux, des voisins souriants et un centre-ville aux allures de carte postale avec ses petits commerces et ses restaurants chaleureux. Le genre d'endroit où l'on n'a pas besoin de regarder derrière soi quand on marche dans la rue à la tombée de la nuit. Une bulle de sécurité, un cocon, c'est probablement ce sentiment d'innocence ambiante qui avait convaincu mes parents que je pouvais passer une nuit seule. Ce soir-là, c'était le week-end. Mes parents avaient prévu une sortie entre amis, comme ils en faisaient souvent. Ils étaient encore jeunes et leur vie sociale était restée bien vivante malgré les années et les enfants. Ma grande sœur n'était pas à la maison pour une raison que j'ai oubliée, et mes grands-parents qui nous gardaient habituellement quand nous étions plus petits n'étaient pas disponibles. Alors ils m'avaient laissé la maison pour moi tout seul. Autant dire que j'étais ravi. Une soirée parfaite pour un préado, une console, des jeux vidéo et de la pizza à volonté. Avant de partir, ma mère m'avait laissé un billet de 20 $ avec pour consigne d'en garder 4 pour le pourboire du livreur. Elle m'avait aussi rappelé, comme à chaque fois, de bien emballer les restes et de les mettre au réfrigérateur. Je me souviens précisément du jeu auquel je jouais ce soir-là, Nightfire, un des titres James Bond sur la PlayStation 2. J'étais en plein dans mon 3e run, complètement absorbé par l'univers du jeu. Après avoir une fois de plus terminé la campagne, j'ai décidé de commander ma pizza. Il y avait une pizzeria à quelques rues de chez nous, Giannis, aujourd'hui fermée depuis longtemps, mais qui faisait alors partie de nos habitudes familiales. J'ai commandé une pizza classique, sachant que je pourrais facilement engloutir 3 parts sans forcer. Le reste, comme convenu, irait au frigo. Pendant l'attente, j'ai lancé un autre jeu en changeant de disque. Quand la sonnette a enfin retenti, j'ai descendu les escaliers d'un bond, billet à la main. J'ouvris la porte et je tombais sur un homme. Trentaine passée, une barbe sale et hirsute, des lunettes épaisses et une casquette de routier noir vissée sur la tête. Il n'avait pas l'air très soigné et son regard me mit immédiatement mal à l'aise. Je lui tendis les 20 $ en lui demandant de me rendre le montant exact avec le pourboire prévu. Mais au moment où il me remit la boîte et la monnaie, il leva les yeux vers moi, puis jeta un coup d'œil derrière moi, à l'intérieur de la maison, avant de demander d'un ton trop calme « T'es tout seul ici ?» Je me figeais. Je savais, grâce aux recommandations de mes parents, qu'il fallait se méfier de ce genre de questions. J'aurais dû dire non, affirmer que quelqu'un d'autre était là, mais j'ai répondu par réflexe, maladroitement, « Non, mes parents arrivent. » C'était stupide. Il n'y avait aucune voiture dans l'allée, aucun bruit d'adulte, et c'était clairement un enfant qui avait ouvert la porte. Il savait que j'étais seul. Dès qu'il m'a rendu la monnaie, j'ai refermé la porte et verrouillé derrière lui. Je suis allé manger dans la cuisine, englouti mes 3 parts, emballé le reste dans du papier aluminium et rangé le tout au frigo. Puis je suis remonté dans ma chambre pour relancer Agent Under Fire, un autre jeu James Bond, moins bon que Nightfire, mais qui faisait l'affaire pour passer le temps. Vers 23 h, alors que j'étais encore plongé dans le jeu, la sonnette retentit à nouveau. Pensant naïvement que mes parents étaient rentrés plus tôt, je descendis les marches en appelant « Maman, papa ?» Mais ce fut une voix inconnue, grave et un peu éraillée, qui me répondit de l'autre côté de la porte « Hey, j'ai besoin d'aide !» Un frisson me parcourut l'échine. « Qui êtes-vous » demandai-je. « J'ai juste besoin d'utiliser un téléphone » répondit-il, sans se présenter. Quelque chose en moi hurlait de ne pas ouvrir. Je reculais lentement, sans même oser jeter un œil par la fenêtre à côté de la porte. J'étais tétanisé. L'instinct me disait que ce serait une erreur terrible d'ouvrir cette porte. Je montais lentement les escaliers. Quand soudain, un bruit sourd résonna. L'homme avait frappé la porte. « Attends, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Sa voix n'était plus seulement inquiétante, elle était insistante, presque suppliante. Et c'est là que je compris qu'il m'avait vu. Il m'avait regardé monter l'escalier à travers la vitre en haut de la porte. Je fis volte-face. Dans l'obscurité de la véranda, je distinguais la silhouette floue de sa tête. Même si je ne voyais pas ses yeux, je sentais son regard fixé sur moi. Je pris mes jambes à mon cou et courus me réfugier dans la chambre de mes parents. C'est là que se trouvait le seul téléphone de l'étage. Tremblant, je décrochais et composais le numéro de portable de ma mère.
Je ne connaissais pas encore celui de mon père par cœur. Elle décrocha, un peu hésitante, sûrement déjà joyeuse après quelques verres de vin. Mais à mesure que je lui expliquais la situation, sa voix changea. Elle devint plus tendue, plus sérieuse, presque paniquée. « Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce qu'il sait que tu es seul ?» Je dus admettre la vérité. « Oui, je lui avais répondu. » Son ton se durcit. « Est-ce que quelqu'un d'autre sait que tu es seul à la maison ?» Et là, je fis le lien. Le livreur, le regard dans l'entrée, la question étrange. Je lui racontais, et au même moment, la sonnette retentit à nouveau. 2 fois, rapide, urgente. « Il ne part pas, maman, il ne veut pas partir. » Elle me dit de rester dans la chambre, de verrouiller la porte, de ne faire aucun bruit. Elle raccrocha pour appeler la police depuis le téléphone de mon père, tout en restant en ligne avec moi sur l'autre. Quelques minutes plus tard, un bruit me glaça le sang. J'entendis la porte du jardin s'ouvrir discrètement, lentement, comme si quelqu'un essayait de ne pas se faire remarquer. Je le dis à ma mère qui me supplia de rester calme. Et s'il entre par la fenêtre du salon, chuchotage. Elle me répondit de me taire, de ne pas parler. Les policiers étaient en route. Il fallait que je reste caché, silencieux. Mais le silence ne dura pas. Des pas lourds, à l'intérieur de la maison. Je chuchota à ma mère que quelqu'un était là, que je l'entendais. Elle hurla quelque chose à l'autre ligne, probablement pour presser les agents. « Cache-toi sous le lit tout de suite », m'ordonna-t-elle. Je m'exécutais. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que le bruit seul allait me trahir. Je n'osais plus respirer. Les pas montaient maintenant l'escalier. Ils s'éloignèrent vers les chambres, probablement celle de ma sœur, puis la mienne. Je l'entendais fouiller, puis ils revinrent, s'approchèrent, jusqu'à la porte de la chambre de mes parents. La poignée s'abaissa. 1 fois, 2 fois, verrouillé. Il insista. 3 fois, puis frappa doucement sans dire un mot. Et enfin, il repartit. Les pas s'éloignèrent, descendirent les marches, et le silence revint. Je ne bougeais pas, je ne parlais plus, mais de rester caché, malgré tout. J'entendis finalement une voix d'homme appeler mon nom. Il disait être un agent, puis des bruits de pas lourds dans l'escalier. Ma mère me donna la permission d'ouvrir. Je me levai, déverrouillai lentement la porte. 2 policiers m'attendaient à l'étage, 2 autres en bas. La porte arrière était ouverte. La fenêtre coulissante du salon l'était aussi. C'était par là qu'il était entré. Je descendis les escaliers, escorté par les 2 agents qui m'avaient rejoint à l'étage. En bas, les 2 autres inspectaient déjà les lieux. Ils n'avaient pas eu besoin de forcer l'entrée. La porte-fenêtre à l'arrière avait été laissée grande ouverte, tout comme la fenêtre coulissante du salon. L'intrus n'avait pas seulement réussi à entrer sans bruit, il avait aussi parfaitement choisi ses points d'accès. Tandis que les policiers interrogeaient la maison pièce par pièce, moi je leur racontais tout. Du livreur de pizza à la conversation étrange, en passant par la tentative d'entrée frontale, puis l'irruption silencieuse. Mes parents, toujours au téléphone, écoutaient à distance, accablés par l'angoisse. Ils étaient déjà sur le chemin du retour. Quand ils arrivèrent, il ne restait plus que 2 policiers sur place, en train de rédiger le rapport. Mon père serrait le volant à s'en blanchir les jointures, ma mère était blême. Je n'avais jamais vu mon père aussi tendu, ni ma mère aussi tremblante. L'un des agents nota ma suspicion concernant le livreur. Je décrivis précisément son apparence et mes parents ne tardèrent pas à me proposer une chose que, rétrospectivement, je trouve à la fois courageuse et un peu irréfléchie, retourner à Gianni's Pizzeria pour essayer de l'identifier. Le lendemain soir, nous nous sommes rendus sur place. Je n'ai vu aucun visage familier derrière le comptoir. Mon père s'est avancé et a demandé au gérant si un employé correspondant à la description que j'avais donnée travaillait là. L'homme fronça les sourcils, hésita un instant, puis finit par dire « Ça doit être Phil, mais il est en livraison en ce moment. » Alors mes parents lui expliquèrent ce qui s'était passé, tout, sans rien omettre. Le gérant secoua la tête avec nervosité. « Impossible que ce soit lui, rétorqua-t-il. Phil bosse ici depuis des années, c'est pas son genre. » Il nous demanda ensuite de quitter les lieux. Mes parents, furieux, firent un scandale dans la pizzeria, devant tous les clients présents. Ils jurèrent qu'ils ne remettraient plus jamais les pieds dans cet établissement, et ils tirent parole. Nous sommes restés garés dans le parking presque 1 heure. Mon père, obstiné, espérait apercevoir Phil à son retour pour me le montrer et que je le reconnaisse formellement. Mais il ne revint jamais. Mon père pensa que le gérant avait prévenu Phil par téléphone pour lui dire de ne pas revenir avant qu'on parte. Qui sait, peut-être même que le gérant savait, peut-être qu'il couvrait son employé. Mes parents prirent contact avec plusieurs avocats dans l'espoir de pousser plus loin l'enquête. Mais sans preuve tangible, sans empreinte, sans vidéo, sans rien de concret, aucun ne prit le dossier au sérieux.
perte de temps, disait-il. On n'a plus jamais remis les pieds à Giannis, et pendant très longtemps, mes parents refusèrent de me laisser seul à la maison. Même après des années, l'incident continue de me hanter. J'ai fini par me convaincre que c'était bien le livreur, ou alors quelqu'un lié à lui, qui avait su, grâce à une phrase innocente, que j'étais seul chez moi. Il n'y avait aucune autre explication plausible. Personne d'autre n'aurait pu savoir. Depuis ce soir-là, je regarde toujours 2 fois avant d'ouvrir une porte, et je n'ai jamais oublié ce sentiment de terreur absolue, celui qu'on ressent quand on sait que quelqu'un est dans la maison, que la serrure est la seule barrière entre vous et l'horreur. J'étais adolescent quand mes parents ont décidé de tout plaquer. Ils venaient de prendre leur retraite et, portés par un vieux rêve d'indépendance, ils ont quitté la Californie pour s'installer dans une région reculée du nord de l'Idaho. Leur projet, construire leur maison idéale, loin de tout, dans une zone sans voisins, sans circulation, sans bruit, juste la nature sauvage à perte de vue, et ils l'ont fait. La maison était gigantesque. 2 étages, une salle de sport, un bar avec billard et même un home cinéma au sous-sol. Un vrai paradis sur terre. Du moins en apparence. L'endroit était isolé au point que la forêt entourait la propriété sur tous les côtés, dense et silencieuse, débordant sur les terres d'un parc national et des zones de coupe forestière. Au début, c'était grisant. Le calme, l'espace, la solitude. Je sortais d'un environnement urbain saturé de bruit. Là, c'était le vide et les arbres. À cette époque, je sortais avec ma copine du lycée. Un soir, profitant de l'absence de mes parents partis dîner en ville, je l'ai invitée à la maison. L'idée était simple, on regarderait un film ensemble dans la salle de projection, peut-être boirait-on une bière en cachette, ce genre de moment d'adolescent laissé seul avec un semblant de liberté. On a choisi Gladiator, une valeur sûre. Les premières minutes se sont déroulées sans accroc, qu'on était seul, détendu. J'avais même ouvert une bière en me disant que mes parents n'en sauraient rien. Mais alors que le film entrait dans son second acte, quelque chose en moi a changé. Sans raison apparente, j'ai senti une angoisse sourde me gagner. Un vertige intérieur, mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était comme si mon corps captait un danger invisible que mon esprit, lui, ne pouvait pas encore formuler. Une panique animale, pure, irrationnelle. Je jetais des coups d'œil réguliers aux grandes fenêtres derrière nous. Elles donnaient sur les bois, noirs, profonds, insondables. Il n'y avait aucune lumière dehors, aucun bruit, rien qu'un silence trop parfait. Je n'ai rien dit à ma copine, je ne voulais pas l'inquiéter. Elle, au contraire, semblait totalement absorbée par le film. Et pourtant, même dans les moments où l'on s'est rapproché, quand l'atmosphère devenait plus intime, je ne parvenais pas à évacuer cette sensation d'être observé. Quand le film s'est terminé, je l'ai raccompagnée jusqu'à sa voiture, elle est montée et a démarré en me faisant un petit signe de la main. Je suis resté sur le perron quelques secondes à observer les bois, toujours rien, le calme total. Puis je me suis souvenu que j'avais laissé les lumières allumées dans la salle de projection, le bar et la pièce du billard. Je suis redescendu pour les éteindre, et c'est là que je l'ai vu. Devant la grande baie vitrée du sous-sol, un homme se tenait immobile, à peine éclairé par le reflet des lumières intérieures. Il avait l'air sale, les cheveux emmêlés, les vêtements couverts de poussière et de boue. Mais c'est son expression qui m'a figé sur place. Un sourire immense, dément, figé comme un masque grotesque, avec des yeux écarquillés, fous. Dans sa main, il tenait un couteau qu'il tapotait doucement contre la vitre, de manière régulière, presque rythmique. D'abord, j'ai cru à une hallucination. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable même de penser. Puis j'ai reculé lentement, les yeux rivés sur lui. Il se contentait de me regarder, comme s'il savourait la peur qu'il déclenchait en moi. Je suis allé jusqu'à la pièce du billard. Là, une autre porte vitrée donnait sur les bois. Quand j'ai éteint la lumière, je l'ai vu se déplacer doucement de la baie vitrée à la porte, comme un prédateur suivant sa proie. Toujours le même sourire, toujours le même regard fixe.
à 1 mètre de moi, juste une vitre entre nous. J'ai remonté les escaliers en courant, sans dire un mot. Mes parents entraient à ce moment précis par la porte principale. Je leur ai lancé paniqué. Je crois que j'ai besoin d'un psy. Je viens de voir un gars avec un couteau qui me regardait depuis la forêt. Ma mère est devenue livide. Mon père, lui, n'a rien dit. Il s'est contenté de foncer vers le coffre-fort, d'en sortir un fusil et de sortir dans la nuit sans un mot. Je suis resté avec ma mère, abasourdi. Il y a eu des cambriolages récemment, m'a-t-elle murmuré. Un homme rôde dans les bois. Il tente d'entrer dans les maisons et d'après ta description, c'est exactement lui. La police est arrivée un peu plus tard, alertée par mes parents dès qu'ils ont compris que ce que je disais n'était pas une lubie adolescente. Ils ont fouillé la propriété, scruté les alentours, inspecté les fenêtres, les portes, rien, pas la moindre trace, pas de pas dans la terre, pas d'empreintes sur les vitres, rien d'autre que le silence et les ténèbres enveloppant les arbres. On aurait dit qu'il n'avait jamais été là, mais je le savais, moi je l'avais vu, et ce n'était pas terminé. La nuit suivante, alors que j'étais allongé dans mon lit à l'étage, directement au-dessus de la salle de projection, j'ai entendu un bruit très léger, un cliquetis métallique, tap, 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 le même que la veille, le même rythme lent, le même son, celui d'une lame frappant contre une vitre. Je suis resté figé, les yeux rivés au plafond, le cœur tambourinant dans ma poitrine. J'ai essayé de me persuader que ce n'était rien, une branche, un écoulement, une bête, mais je savais au fond de moi ce que c'était, je le savais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et le lendemain, le même bruit, encore, et encore, et encore, parfois ça s'arrêtait. Parfois, ça reprenait à 3 heures du matin, comme un rappel que j'étais observé, traqué. Une fois, j'ai cru entendre des pas sur le toit. C'était subtil, comme des grattements. J'ai ouvert mes volets en espérant ne rien voir, et je n'ai rien vu, mais l'impression persistait. Une certitude insidieuse, il était encore là, quelque part, puis l'hiver est arrivé. Mes parents devaient s'absenter quelques jours, et bien qu'ils soient encore méfiants après ce qui s'était passé, ils avaient fini par se convaincre que tout cela n'avait été qu'un incident isolé. Avant de partir, mon père m'a laissé un fusil de chasse, et notre chien, un énorme Rottweiler aussi gentil que protecteur, devait veiller sur moi. La première nuit de leur absence, il neigeait. Vers minuit, un son trouble me réveilla, des pas dans la neige, lents, lourds, délibérés. Le chien se dressa d'un coup, les oreilles tendues. Un grondement grave monta de sa gorge, suivi d'un aboiement féroce continu. Il n'aboyait jamais sans raison. Je ne bougeais pas. Je savais, il était revenu. Puis vint le coup, un coup lent, sourd, calculé contre la porte d'entrée. Je restais figé, le fusil sur les genoux. Le chien grognait toujours. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au petit matin, j'ai décidé de sortir pour inspecter les alentours. J'aurais préféré ne rien trouver, mais ce que je découvris me glaça le sang, des empreintes humaines, pieds nus. Elles faisaient le tour complet de la maison, marquant un arrêt à chaque fenêtre, comme s'il avait voulu voir où je dormais. Je les suivis sur plusieurs centaines de mètres. Elles menaient jusqu'à la lisière de la forêt, puis s'enfonçaient dans les arbres. Là, elles commençaient à se croiser, zigzaguer, tourner en boucle, comme si celui qui les avait laissées essayait de brouiller sa propre piste. Un instinct puissant me souffla de ne pas aller plus loin. Cette nuit-là, le tapotement reprit, plus fort, plus insistant. Je n'en pouvais plus. Je pris le fusil, ouvris discrètement la porte de la terrasse du second étage et allumai les puissants projecteurs braqués sur la cour arrière. Et là, je le vis à nouveau, le même homme, le même sourire, le même regard mort. Toujours ce fichu couteau en main, il me regardait comme s'il pouvait lire à travers moi, comme s'il se nourrissait de ma peur. Je pointais le fusil sur lui et criais « Dégage ou je tire !» Il ne bougea pas, pas un cil, il resta là immobile, le regard fixe, souriant comme un possédé. Alors je tirai en l'air un coup de sommation, il sursauta légèrement, puis sans détourner les yeux, recula lentement vers les arbres, sans jamais tourner le dos, comme un loup qui n'a pas peur, mais qui comprend que sa proie sait maintenant se défendre. Et c'est là que j'ai eu une idée. Je descendis à toute vitesse, ouvris la baie vitrée du salon et lâchai le chien. Il partit comme une flèche noire, hurlant dans la nuit, prêt à mordre. Je ne l'avais jamais vu comme ça, c'était devenu un autre animal. Il portait un collier de sécurité, donc il ne pouvait pas s'éloigner trop, mais dans ce moment-là, j'espérais juste qu'il effraie ce démon pour de bon. Et tu sais quoi? Je ne l'ai plus jamais revu.
C'était pendant le printemps 2022, pendant les vacances universitaires. J'étais alors en 2e année de fac et comme beaucoup d'étudiants à cette période, je rêvais simplement de couper, pas de cours, pas de notifications, pas de monde. Juste des potes, de la musique, des verres et le genre de souvenirs qu'on n'oublie pas ou qu'on évite de raconter aux parents. On était 6, moi, Matt, Chris, Tyler, Jess et Sarah. 4 mecs, 2 filles. Une bande soudée depuis notre première année. Un groupe comme on en forme souvent dans les couloirs d'un campus, entre bières tièdes, examens de dernière minute et nuits blanches à parler de tout et de rien. Pour cette escapade, on avait trouvé une cabane immense sur un site de location. 2 étages, 2 salles de bain, une terrasse qui faisait le tour complet de la maison et surtout aucun voisin à des kilomètres à la ronde. Le lieu était décrit comme étant près d'un lac, en terrain privé, en pleine forêt de Caroline du Sud. Et surtout, le prix était ridiculement bas. Un peu trop d'ailleurs. Lorsqu'on a réservé, le propriétaire nous a appelés. Il avait un fort accent du Sud et une voix traînante qui donnait presque l'impression qu'il chuchotait à travers la ligne. N'allez pas trop loin dans les bois, d'accord? Il avait dit ça comme si c'était une anecdote de voyage. Il y a des vieux trucs là-bas, des puits, des clôtures cassées et des serpents. Vous voudriez pas vous perdre. On avait ri, on avait pensé que c'était pour le folklore, une touche bayou pour attirer les touristes. On aurait dû l'écouter. Le trajet fut long, très long. Le GPS avait cessé de fonctionner une bonne heure avant notre arrivée. Le chemin s'était transformé en une piste de gravier étroite, à peine assez large pour laisser passer la voiture. Les arbres s'étaient rapprochés à mesure qu'on avançait, jusqu'à ce qu'on ait l'impression de traverser un tunnel végétal. Et puis, au détour d'un virage, la cabane apparut. Elle ne ressemblait pas du tout aux photos. Plus vieille, plus sale, les volets pendaient de travers, les vitres étaient opaques de crasse, et une odeur de bois pourri et de décharge flottait dans l'air. On a fait ce que font tous les jeunes persuadés de leur invincibilité. On a fait des blagues. L'ambiance est parfaite pour un film d'horreur, avait lancé Matt. On avait ri. On avait déchargé nos sacs. On avait commencé à boire dès 19h. La première soirée fut plutôt bonne. On a fait griller de la viande, mis de la musique sur une enceinte Bluetooth, joué aux cartes, crié un peu trop fort dans le silence des bois. À 23h, il faisait froid, alors on est rentré dans la maison. Et c'est là que j'ai vraiment remarqué le silence. Pas de cigales, pas de vent, pas un bruit, rien. La forêt, derrière la terrasse, n'était pas juste sombre, elle était noire. Un noir si épais qu'il semblait absorber la lumière du porche. Les arbres donnaient l'impression d'étouffer la maison, de la cerner lentement. Mais encore une fois, on a fait ce que font les jeunes stupides. On a ri, on a bu, on a dormi. Je dormais au rez-de-chaussée, dans une petite chambre proche de la cuisine. Juste un lit, un placard et une fenêtre qui donnait sur les bois. À 4h15 du matin, je me suis réveillé en sursaut, sans raison, comme si mon corps avait été alerté par quelque chose que mon esprit n'avait pas encore capté. Je restais immobile, tendu, et j'entendis le bruit, tap, 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 régulier, léger, lent. Je crus d'abord que c'était le chauffage. Mais non, c'était des doigts humains, tapant doucement contre la vitre. Je tournai la tête, lentement, et je le vis. Un homme, il était collé à la fenêtre, le visage presque plaqué contre la vitre, les yeux grands ouverts. La peau pâle, les cheveux en bataille, le torse nu malgré le froid. Il respirait par la bouche, ouverte, laissant apparaître des dents sales. Il ne bougeait pas, il tapotait juste doucement, méthodiquement, comme s'il voulait me faire peur sans me réveiller. Je ne pouvais pas bouger, mon corps était paralysé. Le tapotement s'intensifia, un peu plus rapide. Je murmurai presque sans voix. Matt, il dormait sur le canapé, juste à côté de ma chambre. Matt, il se leva endormi et ouvrit la porte. Je pointai la fenêtre. Il vit et bondit. Dans la panique, il renversa la table basse. La lumière du salon s'alluma et l'homme avait disparu. Le reste du groupe se réveilla en sursaut. Jess était en larmes, Sarah tremblait. Tyler disait que ce n'était sûrement qu'un local-ivre ou un chasseur égaré. Mais je savais, ce n'était pas un promeneur, c'était un prédateur. On bloqua la porte avec le canapé, on cala des chaises contre les fenêtres, on prit des tours de garde. Mais il ne revint pas cette nuit-là. Au lever du jour, on sortit et ce qu'on trouva nous glaça tous. Des empreintes,
des empreintes de pieds nus. Elles faisaient le tour complet de la maison, marquant un arrêt sous chaque fenêtre, même la toute petite lucarne au-dessus de la douche à l'étage. Et malgré tout ça, on est resté. Malgré les empreintes, malgré la peur, malgré l'évidence, nous avons fait ce que des jeunes inconscients font trop souvent dans les récits qu'on ne croit jamais vraiment. On a décidé de rester une nuit de plus. C'était stupide, mais nous étions 6 ensemble, et l'orgueil l'emporta sur la prudence. La deuxième soirée démarra comme la première, feu de camp, bière, musique. Mais cette fois, l'ambiance avait changé. Les regards étaient plus furtifs, les rires sonnaient faux. Jess restait silencieuse, recroquevillée sur elle-même. Sarah ne buvait pas une goutte. Chris avait son couteau de chasse accroché à la ceinture. Et moi, je ne cessais de regarder la forêt. On entra plutôt dans la cabane. On verrouilla toutes les fenêtres, vérifia toutes les serrures et bloqua les ouvertures les plus accessibles avec des meubles. Chacun alla se coucher. À 3h30, je fus réveillé une nouvelle fois. Mais cette fois, ce ne furent pas des tapotements. C'était Matt, debout dans le couloir, figé comme une statue. « Il y a quelqu'un dans la cuisine », murmura-t-il. Je sortis doucement de la chambre. Chris nous rejoignit aussitôt. Puis Sarah, puis Jess. Aucun bruit, aucun mot, tous dans le couloir. Tous les regards fixés sur la lumière allumée de la cuisine. Et là, on le vit. L'homme, à l'intérieur, nu. Le dos griffé de longues entailles rouges, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait lacéré. Il se tenait là, devant le frigo, immobile, la tête légèrement penchée, les bras le long du corps. Il ne faisait rien. Il swayait légèrement d'avant en arrière, comme un enfant qui s'auto-berce. Il ne semblait même pas nous avoir entendus. Matt fit un pas en arrière. Sarah agrippa le tisonnier du poêle. Chris arracha la pied de chaise qu'il avait cassé pour rire la veille. Moi, je sortis mon petit couteau de poche, les mains tremblantes. Et on resta là, à observer cette silhouette malade au cœur de notre espace. On prit notre souffle, puis Chris alluma la lumière du couloir. Il avait disparu. La cuisine était vide, mais la porte arrière était ouverte. Pas forée, pas brisée, juste ouverte. On n'a pas attendu. En moins de 20 minutes, chacun avait pris l'essentiel. Clé, portefeuille, téléphone, le strict nécessaire. On s'entassa dans la voiture. Jess pleurait. Sarah n'avait pas dit un mot. Chris regardait sans cligner des yeux par la lunette arrière. On roula dans l'obscurité totale, à travers les chemins de terre, jusqu'à retrouver un semblant de signal. Et là, on appela la police. On donna rendez-vous au shérif dans un diner paumé sur la grande route. Quand le député local arriva, il ne montra aucune surprise. Il y a parfois des « pas tous nets, vous voyez ?» On insista. On expliqua que ce n'était pas un vagabond. Ce type nous avait regardés, suivis, observés. Et maintenant, il était entré. « Et le proprio ?» demandai-je. Le flic haussa les sourcils, presque imperceptiblement, comme s'il connaissait son nom sans vouloir le dire. Quelques jours plus tard, la location avait disparu des sites. Aucune trace, aucune réponse aux emails. Et bien sûr, jamais de remboursement. Nous n'avons jamais su qui c'était, ni comment il était entré. Mais son visage, celui que j'ai vu cette première nuit, je le revois encore. Plaqué contre la vitre, les yeux écarquillés, le souffle sur le verre.